TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Au deuxième jour de la réunion sur la sécurité alimentaire, il a été question de l'agropastoralisme, de la transhumance et surtout du rôle des partenaires financiers dans la lutte contre les crises alimentaires dans la sous-région. À découvrir dans ce journal. La sous-production agricole due au changement climatique est l'une des causes de ces catastrophes alimentaires, justement. Et pour y remédier, les scientifiques africains optent pour l'agriculture de précision. La science s'invite ainsi dans l'agriculture pour voler au secours des populations. À découvrir dans ce journal. Et puis, vous êtes jeune entrepreneur et vous pensez que vos activités impactent votre environnement, eh bien, vous pouvez postuler à la 4e édition du concours de jeunes entrepreneurs lancé hier par le ministère de la Jeunesse. Voilà donc pour les titres. Madame, monsieur, une fois encore, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Nous sommes donc au deuxième jour de la 38e réunion du réseau de prévention des crises alimentaires à Lomé. Ce mercredi, la problématique de la transhumance a occupé les acteurs. La cohabitation entre transhumants et agriculteurs devient de plus en plus difficile dans la sous-région avec l'avènement des crises sécuritaires. Quelle stratégie d'adaptation? Les réponses dans ce reportage de Ekoui Salah. Dans le Sahel, comme en Afrique de l'Ouest, les conflits entre bouviers et agriculteurs sont récurrents. Ils engendrent parfois des blessés, des morts et des dégâts matériels importants. En 2020, les différends liés à la transhumance ont coûté la vie à 12 personnes au Togo. Plus de 10 millions de francs CFA ont été débloqués pour la prise en charge des victimes. Au-delà du Togo, la situation concerne tous les 15 États membres de la CEDEAO. Elle devient de plus en plus accentuée avec l'insécurité qui grandit dans la sous-région. La transhumance, chez nous, c'est transfrontalière. Avec tous les problèmes aujourd'hui de l'insécurité, le dégât de champs, le conflit agriculteur et les verts, franchement, si on arrivait à très bien organiser la transhumance, ça pouvait être une bonne opportunité pour les transhumants, pour les populations au niveau local. On allait avoir moins des incidences insécuritaires. Au niveau du Bénin, nous avions pris des mesures très fermes et depuis peu, on a gelé, sinon interdit pratiquement la transhumance étrangère. Et on est en train d'expérimenter un projet de sédentarisation des troupeaux d'éleveurs. En dehors de ça, au niveau, à l'interne même, la transhumance est régulée sérieusement pour éviter les conflits et surtout les prévenir, puisque la prévention vaut mieux que tout. Et justement, parce que bouviers et agriculteurs sont condamnés à vivre ensemble. L'existence de l'un devra profiter à l'autre. Ce n'est pas encore le cas dans l'espace CEDEAO, malgré les différents mécanismes au niveau des États. Pour parvenir à cet idéal, des propositions sont faites. Nous, on avait proposé d'identifier même les transhumants, d'identifier les troupeaux, et chaque point d'entrée qui soit contrôlé et installé dans un endroit là où il n'y aura pas de conflit entre eux et les agriculteurs. Sans l'élevage, on ne peut pas faire de l'agriculture. Sans l'agriculture aussi, les éleveurs aussi ne peuvent pas vivre. En réalité, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans ce sens-là pour que ce soit bénéfique pour nos populations. Il faut que les transhumants puissent avoir des logeurs qui sont les agriculteurs. Ce n'est pas que cela va les autoriser à manger les produits agricoles, mais ça permet de faciliter le dialogue. On appelle, c'est de dire aux paysans, donc agriculteurs, éleveurs, pasteurs, nous devrions nous occuper de nos problèmes. Nous ne pouvons pas nous séparer. Et comme nous ne pouvons pas nous séparer, nous devons créer les conditions de vivre ensemble comme ça existe depuis la nuit des temps. À l'instar de quelques pays de la sous-région, le Togo prend davantage de mesures pour limiter les conflits entre transhumants et populations autochtones. La mise en place des couloirs de circulation, des zones de stationnement de bétail, des sites d'accueil des bergers et de troupeaux notamment. Des dispositifs renforcés à chaque campagne de la transhumance
en vue de limiter les dégâts. L'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest nécessite une réponse adaptée au climat dans un contexte de crise. Plusieurs partenaires techniques et financiers l'ont bien compris. Ils mènent des actions pour aider justement les populations à faire face à cette insécurité alimentaire au Sahel et dans la partie ouest de l'Afrique. Les précisions avec Carmen Madji Akapo. Plus de 38 millions de personnes au Sahel et en Afrique de l'Ouest se trouvent déjà confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Les conséquences de la guerre russo-ukrainienne menacent 7 à 10 millions de personnes supplémentaires dans la région. C'est selon des données publiées en septembre dernier par la Banque mondiale. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont très gravement touchés. Et il y a le terrorisme qui vit là-bas, le grand banditisme. Et vous avez le nord-est du Nigeria qui est à la frontière avec le Niger. Et vous avez la frontière entre le Niger, le Nigeria et le Tchad, donc la région du lac Tchad, qui sont les zones de crise sécuritaire qui affectent les mouvements des populations et donc automatiquement touchent sur les questions de sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, vient s'ajouter à ces zones-là les frontières entre le Sénégal et la Mauritanie. Et plus récemment, non même pas plus récemment, le Cap-Vert, où il n'a pas plu depuis les 5 dernières années. Face à ces crises, des partenaires en développement, à l'instar de la FAO, déploient des interventions à court et à long terme pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire les risques et consolider les systèmes alimentaires. Nous avons bâti notre appui sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui est analyse, pour pouvoir avoir des informations qualitatives, fiables, pour permettre aux politiques et au gouvernement de prendre de bonnes décisions. Le deuxième aspect, sur la base de ces réponses-là, de pouvoir anticiper. Cette année, on a eu 5 millions de personnes touchées par l'inondation. Quel sera l'impact l'année prochaine? Puis le troisième pilier, c'est la préparation à la réponse. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de personnes qui sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Comment rapidement appuyer le gouvernement dans le plan national de réponse? Le quatrième pilier, c'est tout ce qui est appui aux moyens d'existence. Cette année, nous avons soulevé une problématique des engrais. Nous avons l'obligation pour atteindre la souveraineté alimentaire d'appuyer, d'accompagner notre gouvernement à ce qu'ils puissent accroître leur production. Enfin, c'est d'avoir une coordination musclée, robuste au niveau sous-régional. La CEDEAO met également tout en œuvre pour stimuler la production des intrants agricoles et booster la productivité alimentaire. Nous avons plusieurs mécanismes de réponse. La première, soit la CEDEAO donne un chèque directement à un État pour intervenir en soutien aux populations. Dans un deuxième instrument qu'on utilise, c'est la réserve régionale de sécurité alimentaire, qui est un mécanisme de 3e niveau où nous intervenons sur demande de l'État pour soutenir l'État en graines. On donne à l'État une certaine quantité pour qu'il puisse aller intervenir auprès de ces populations affectées. Le 3e niveau, on fait des réunions comme celle-là pour rendre compte de la situation, montrant que nous n'avons pas toutes les capacités et on fait un appel à l'aide internationale. D'autres mécanismes en termes de prévention, c'est par exemple de dire, la campagne prochaine va venir. Quelle est la situation d'accès aux engrais? On essaie de mettre les États ensemble pour dialoguer et puis voir comment on peut les aider à accéder aux engrais pour préparer les campagnes à venir. D'autres partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale se mobilisent également pour intervenir en urgence au Sahel et en Afrique de l'Ouest et centrale. Toutes ces institutions surveillent la situation avec grand intérêt. Et aussi bien les partenaires que les experts participant à cette réunion se prononcent déjà sur les thématiques abordées. Leurs impressions dans ce reportage de Edwidja Takpa-Bassabi et Carmen Madji Akapo. D'autres formes de violence sont devenues les principaux vecteurs aggravant les crises alimentaires et nutritionnelles. Au deuxième jour de la 38e réunion du réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles, on fait le point des résultats provisoires de la campagne agro-pastorale et crise pastorale.
On a vraiment pu voir actuellement la situation sécuritaire qui est vraiment précaire donc, dans certaines donc, régions du Burkina donc, et du Mali et qui affecte profondément les ménages pastoraux et agro-pastoraux. Et on s'est rendu compte qu'en termes de stratégie d'adaptation, ce qui est donc généralement donc utilisé, c'est toujours donc la mobilité, même si c'est de plus en plus entravé avec la situation sécuritaire difficile. Des résultats qui tiennent compte des questions sécuritaires et la résilience alimentaire en Afrique de l'Ouest. La crise sécuritaire est une crise complexe et la solution, c'est l'implication des communautés à la base pour contribuer à ce qu'on appelle la déradicalisation des enfants de ces pays qui s'engagent dans ces groupes. Ce que nous avons apprécié dans cette spéciale rencontre du RPCA, c'est d'avoir analysé les résultats du cadre harmonisé 2020-2021, 2021-2022 et 2023 ensemble et de faire une analyse croisée pour voir en quoi nous devons faire très attention pour la crise alimentaire qui s'accentue dans notre région. Il s'agit pour nous de s'adapter et de faire en sorte que l'on valorise nos produits alimentaires et qu'on vive de ce qu'on produit. Dans les jours à venir, les participants discuteront également des politiques et investissements structurants en faveur des systèmes alimentaires et de la gouvernance en matière de la sécurité alimentaire. Il est question durant cette réunion justement de production agricole et face aux enjeux environnementaux et à la sous-production agricole, une alternative s'offre désormais aux producteurs. Il s'agit de l'agriculture de précision. Elle permet d'optimiser et d'augmenter la qualité et la productivité des sols grâce à des technologies avancées. Et le Togo, petit à petit, tend vers ce type d'agriculture et les techniciens agricoles se forment et s'informent sur le sujet. Dodo Harry. Investir peu dans le secteur agricole et gagner beaucoup. Un des avantages de l'agriculture de précision, une technique optimale de production que le Togo ne veut pas laisser passer. Les techniciens agricoles, en visioconférence avec les experts du domaine, apprennent les principes de base de cette agriculture. Certains l'appellent l'agriculture intelligente. D'autres encore l'appellent l'agriculture élégante. Les principes, il faut faire une maximisation de l'efficience d'utilisation des ressources naturelles, en particulier la ressource de base qui est le sol, mais aussi maximiser l'efficience d'utilisation de tous les intrants agricoles. La bonne dose, au bon endroit et au bon moment sont entre autres précisions qu'on peut obtenir de cette technologie agricole. Un moyen de répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture, produire plus et mieux. Déjà, des dispositions se prennent pour que l'information sur ce système intelligent de production parvienne à tous les agriculteurs du Togo. Nous avons dans cette conférence des techniciens de l'ICAT. Donc, nous allons renforcer les capacités de ces techniciens-là et c'est eux maintenant qui iront partager avec les producteurs ces technologies. Il nous appartient, nous les spécialistes du domaine, d'accélérer les choses pour que l'agriculture de précision soit désormais définitivement installée au Togo pour l'amélioration de la vie de nos populations. Le Togo, justement, dans cet élan, modernise et renforce les stations météorologiques sur tout le territoire. Les études se font également pour le déploiement de drones agricoles. La ministre de la Promotion de l'Investissement était hier en visite sur la plateforme industrielle d'Adétikopé. Elle était accompagnée des membres de l'Association des grandes entreprises du Togo et du Conseil national du patronat. Cette visite vise à leur faire découvrir des opportunités d'affaires qu'offre ce grand parc industriel afin de susciter chez eux, ces hommes d'affaires, des idées d'implantation d'usines de transformation sur la PIA. Chaz Nambaga pour la visite guidée. Connecter l'ensemble du secteur privé à la plateforme industrielle d'Adétikopé, c'est l'objectif de cette visite
des membres de l'Association des grandes entreprises du Togo et du Conseil national du patronat. Organisé par le ministère de la Promotion de l'Investissement, l'enjeu est de faire découvrir les immenses opportunités d'affaires qu'offre ce grand parc industriel afin d'amener le secteur privé national à investir dans ce méga projet. Il n'y a pas que les étrangers qui pourraient investir, mais il y a également les Togolais qui pourraient faire des consortiums et investir dans PIA. Donc je crois que cette visite vient à point nommé. Ce que nous avons vu est impressionnant parce que nous avons vu un site industriel très accueillant, bien structuré, avec plus d'une quinzaine d'entreprises déjà installées. Je crois qu'il faudrait que ça puisse servir d'exemple et que les opérateurs économiques puissent également investir et venir s'installer sur cette plateforme industrielle qui est un outil très important pour la croissance d'un pays. Et vous savez, si le Togo veut se développer, c'est par ce biais-là pour que le Togo puisse être dans très peu de temps dans les nations émergentes du monde. Cette visite guidée s'est poursuivie par des échanges B2B avec les responsables de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. La visite était très intéressante. On a pu découvrir l'infrastructure qui est impressionnante. Vraiment, on a vu de belles sociétés qui transforment, que ce soit le soja, le coton, vraiment de belles industries avec une vraie valeur ajoutée. Donc c'est vraiment de beaux projets et en tout cas ça encourage et ça incite, je pense, les sociétés à investir sur la zone. Fruit d'un partenariat public-privé entre l'État togolais et le groupe Ariz, la mise en place de la première phase de la plateforme industrielle d'Adeti Copé a nécessité la bagatelle de 130 milliards de francs CFA. Elle offre à ce jour plus de 3 000 emplois avec une prévision de 15 000 à 20 000 emplois sur les 4 prochaines années. Et les jeunes entrepreneurs également sont encouragés donc à s'installer au niveau de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. Et parlons justement des jeunes entrepreneurs. La 4e édition du concours Meilleurs Jeunes Entrepreneurs est officiellement lancée depuis hier mardi à Lomé. But visé, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et les amener ainsi à être plus innovants. Les précisions avec Gisèle Kozona et Clarisse Atikle. C'est une opportunité pour les jeunes entrepreneurs togolais. La 4e édition du concours de meilleurs jeunes entrepreneurs, couplée de la première édition de la Semaine de l'innovation, officiellement lancée. Un projet du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège, soutenu par le gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement. Un cadre d'émergence de success story togolaise dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les critères d'éligibilité, par exemple, pour les startups, avoir le startup installé au Togo, avoir un projet innovant ou produisant un service ou bien avoir une solution innovante qui est déjà matérialisée. Fournir un dossier et avoir un projet innovant n'ayant pas encore été lauréat d'un concours lancé par l'État togolais. Concernant les micro et petites entreprises, c'est presque les mêmes critères, mais seulement qu'eux, ils sont déjà en activité, ce ne sont plus des startups. Donc, ils vont avoir, par exemple, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions. Ils vont avoir un âge supérieur à 3 ans. La 4e édition va se dérouler en 3 phases. La présélection, la sélection par étude de dossier et la visite du terrain. La ministre en charge de la jeunesse et du développement à la base a salué l'initiative et rassure les jeunes entrepreneurs par rapport aux dispositions prises pour garantir la transparence et l'équité à toutes les étapes du concours. La semaine de l'innovation qui débute aujourd'hui est donc une belle opportunité pour creuser davantage, montrer ce qui a été fait ou se fait par d'autres, corriger au besoin, échanger, améliorer si nécessaire et trouver des pistes et propositions pour nous faire grandir ensemble. Cette première édition de la semaine de l'innovation est également l'occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs de la société autour des défis qui ne sauraient être relevés par la jeunesse uniquement, ni la jeunesse vivant au Togo, mais elle doit être le fruit d'une construction commune qui rassemble tous les Togolais, y compris ceux de la diaspora, quel que soit leur niveau, leur appartenance, petits, grands, connaisseurs ou pas,
avec la possibilité d'apporter une contribution, aussi petite soit-elle, dans l'édifice commun. 10 jeunes entrepreneurs seront primés à avoir entre 18 et 40 ans pour être candidats à ce concours. Dépôt de candidature du 6 décembre 2022 au 7 janvier 2023. Une bonne nouvelle donc pour les jeunes entrepreneurs. Également bonne nouvelle pour le secteur artisanal au Togo. Plus de 1000 chefs d'entreprise artisanales sont ciblés sur toute l'étendue du territoire national pour bénéficier de travaux de dynamisation de leurs entreprises. Et le projet a été lancé hier à Tandjouari pour le compte de la région des Savanes. Le reportage est signé Gérard Lagoudou. C'est un nouveau souffle pour le secteur artisanal au Togo. Le ministère de tutelle et le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, optent pour l'amélioration des compétences entrepreneuriales et managériales des chefs d'entreprise artisanales. L'idée du gouvernement, c'est de les amener progressivement à sortir de l'informel pour aller vers le formel. Comment est-ce qu'il faut gérer correctement une entreprise artisanale? L'organisation qu'il faut mettre en place pour le compte d'une entreprise artisanale afin de pouvoir leur permettre de sortir progressivement de l'informel, de se prendre en charge et d'avoir des structures avec des bases solides. Plusieurs mécanismes sont mis en branle ces dernières années pour faire de ce secteur un pourvoyeur d'emplois et un levier de croissance économique. Les présents travaux constituent un atout pour le secteur au profit de 1082 entreprises artisanales sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est déjà un point positif, ça nous a marqué sur plusieurs plans. Donc ça prouve que vraiment le gouvernement dans son ensemble et particulièrement le chef de l'État attache du prix à notre secteur. Au Togo, le secteur artisanal contribue à près de 20% au PIB. La présente rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre de l'axe 2 du PND relatif au développement industriel dans les secteurs créateurs de valeur ajoutée. Le projet PAC-DA, projet d'appui à la création et au développement des entreprises artisanales, offre l'opportunité à la création de 4200 entreprises viables et structurées à travers 3 composantes. D'abord, le renforcement de compétences techniques et managériales, ensuite, le renforcement de l'outil de production et enfin, la facilitation de l'accès au financement adapté au marché. Cette formation est d'une importance capitale, car le dynamisme de vos entreprises vous permettra de participer aussi aux marchés publics à propos desquels les dispositions idoines sont déjà prises par l'État pour réserver au moins 15% des commandes publiques exécutables par vous, les acteurs du secteur de l'artisanat. C'est pourquoi je voudrais vous convier à une participation active lors de cette session afin que vous puissiez sortir d'ici pétris de talents et de connaissances de grands entrepreneurs. Ces participants venus de toutes les préfectures de la région des Savanes ont été également invités à être des artisans de paix et de sécurité dans leurs communautés respectives en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité toujours engagées dans la lutte contre l'extrémisme violent. Autre actualité, après Abidjan, Dakar et Nouakchott, les Financial Africa Awards se tiendront à Lomé demain jeudi 8 décembre. L'événement en est à sa 5e édition et réunira décideurs publics, acteurs privés et institutionnels. Les raisons avec Carmen Madji Akapo. Lomé, toujours hub de la finance africaine. Pour cette fois, ce sont les awards de Financial Afrique qui sont attendus. L'événement de Lomé va réunir des acteurs de l'économie africaine autour des questions de la finance verte. Nous tenons ici à Lomé les Financial Africa Awards sous le thème de la finance verte. La finance verte, et là c'est un enjeu très important pour nos pays puisque l'Afrique ne représente que 3% des émissions mondiales ou globales de CO2, mais reste la zone la plus impactée. Nous sommes à Lomé, vous le voyez tous les jours avec l'érosion côtière. Donc ne serait-ce que pour cet enjeu-là, cette conférence elle est importante, elle s'adresse au-delà des experts qui vont l'animer, elle s'adresse directement aux populations, avec des idées qui ont un impact majeur sur le comment
conduire le développement de nos pays. Les Financial Africa Awards rassembleront plus de 300 participants. Ils vont débattre des perspectives économiques africaines. Cette année, nous avons dépassé le cap des 1 000 milliards de dollars d'obligations vertes. Et l'Afrique, tenez-vous bien, ne représente que 1%. Donc le gap commence à se creuser. On pense que la finance verte, c'est quelque chose de nouveau. Donc cette conférence est aussi un moment de sensibilisation envers les acteurs de la finance, envers les décideurs publics, pour que l'Afrique ne soit pas laissée à la traîne. Le clou de l'événement, c'est le dîner de gala au cours duquel la liste des 100 personnalités qui transforment l'Afrique sera dévoilée. Nous allons décerner effectivement des trophées, par exemple le trophée du financier de l'année, qui est un trophée majeur, mais aussi le trophée du meilleur ministre des Finances de l'année en Afrique, le trophée du CEO et tant d'autres. C'est aussi un moment pour récompenser ces réussites africaines, pour parler de manière positive et de manière inspirante. La rencontre se déroulera sous forme de conférences et de marketplace. C'est une initiative de Financial Africa, un journal panafricain d'information financière sur la banque, l'assurance, le private equity et les bourses de valeurs mobilières. Des termes techniques. Hors du Togo, l'actualité à l'étranger nous amène en RDC pour situer les responsabilités après le massacre de civils à Kishishi. La République démocratique du Congo saisit la Cour pénale internationale. Il sera question pour l'instance judiciaire, la CPI, de diligenter une enquête. Plus d'une semaine après le massacre de civils perpétré à Kishishi dans le territoire de Rutshuru, Kinshasa a choisi de saisir la Cour pénale internationale afin de situer les responsabilités dans ces atrocités. La ministre congolaise de la Justice, qui a récemment participé à la 21e Assemblée des États partis au statut de Rome, a appelé l'organe judiciaire à se saisir de ce dossier. De son côté, la CPI n'a pas donné dans l'immédiat de réponse à la demande de Kinshasa. Les autorités congolaises accusent le M23 et en l'occurrence le Rwanda d'armer ce groupe d'individus dans le seul but de déstabiliser économiquement et militairement la RDC. En attendant sur place, les combats se poursuivent entre les forces de défense et le M23, et ce en dépit d'un récent accord paraphé à Luanda et qui exigeait la fin des hostilités. Rappelons que le M23 n'avait pas pris part à cette rencontre. Retour en page nationale pour vous signaler que 12 agents du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur ont été distingués. Et c'est une cérémonie de remise de prix d'excellence qui a lieu chaque année sur initiative du ministre du département. Ceci pour encourager et motiver les agents à l'effort continu. Et les lauréats sont repartis avec des certificats, trophées, enveloppes et bien d'autres récompenses. Clarisse Atikle pour des précisions. Linda Aya exprime sa joie de faire partie des meilleurs agents du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Elle est désignée meilleure secrétaire de l'année 2022. Ce prix représente énormément pour moi. Dans les années à venir, je promets travailler avec tout mon engagement, donner tout le meilleur de moi-même. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur récompense ainsi chaque fin d'année ces agents qui se démarquent par leur loyauté et ardeur au travail. Pour 2022, ils sont au nombre de 12, répartis en 4 catégories. Meilleur manager d'équipe, prix d'excellence, prix de la meilleure secrétaire et prix du personnel. Cette distinction nous conforte dans la voie que les plus hautes autorités de ce ministère ont tracée et que nous avons épousé pour avancer vers le meilleur, vers l'excellence, vers la compétence. Nous nous sommes donnés avec abnégation, avec courage. Parfois, il y a toujours des difficultés, mais pourtant, nous y arrivons. Lancé officiellement le 5 octobre 2022, le processus du choix des meilleurs agents a duré 3 mois et en 4 phases. Désignation,
Vote du personnel, audition des nominés et le choix des lauréats. Un bon agent aux affaires étrangères, c'est la ponctualité, c'est la présentation physique. Pour un diplomate, l'habillement est une exigence importante. Il faut donc être un homme bien et proche de ses amis et ses voisins. Le travail, c'est ce qui te permet aussi de te distinguer avec les autres. Et donc, s'ils gagnent cette ligne, ils pourront un jour prétendre à devenir de grands diplomates respectés. C'est depuis 2014 que le prix de l'excellence est instauré au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Le ministre Robert Doucet veut des collaborateurs valeureux. À l'endroit de tout le personnel, c'est de les motiver à saisir cette opportunité. C'est une opportunité noble que notre ministre nous offre en reconnaissant nos efforts, les efforts au travail et en nous demandant de faire mieux. Le prix de l'excellence priorise les lauréats pour des missions officielles, des promotions ou des formations à l'extérieur. Je crois donc donner des idées aux autres départements ministériels. Et pour finir, ces communiqués du ministre de la Culture. Le ministre de la Culture et du Tourisme porte à la connaissance du public togolais que l'UNESCO lance un appel à candidature pour l'édition 2023 du prix international UNESCO Bangladesh Bangabou Sheikh Mujibur Rahman pour l'économie créative. Créé en 2020, ce prix a pour but de récompenser les réalisations exceptionnelles d'un individu, d'une institution, d'une entité ou d'une organisation non gouvernementale qui a conçu et mis en œuvre des programmes de formation et d'autres interventions visant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de 16 ans et plus dans l'économie créative, avec une attention particulière accordée aux initiatives, projets et programmes favorisant la participation des femmes, des groupes marginalisés tels que les communautés immigrées. Les candidatures doivent être soumises en ligne au secrétariat du prix sur le site de l'UNESCO au plus tard le 10 décembre 2022 à minuit, heure de Paris, à l'adresse suivante: Prix international UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman pour l'économie créative UNESCO. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la direction de la promotion des arts et de la culture 6 à Agbalépé d'Ogan, non loin de l'hôtel Eniké, ou contacter donc la direction au numéro de téléphone 90 15 44 49. Et dans un autre communiqué, le ministre porte à la connaissance des groupes artistiques que le ministère égyptien de la Culture les invite à prendre part à la 2e édition du Festival international de la culture et des arts qui se tiendra à Aswan en Égypte du 16 au 22 février 2023. L'hébergement, le transport interne et la restauration sont à la charge des organisateurs. Cependant, les frais de transport à l'international, les primes de prestation et les autres frais connexes liés au voyage sont à la charge de la troupe participante. À cet effet, les formulaires de participation sont à retirer à la direction, toujours à la direction donc de la promotion des arts et de la culture assise au quartier Agbalépé d'Ogan. Et ces communiqués sont donc signés du ministre de la Culture, Dr Kossi Lamadokou. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Et vous suivrez juste après ce journal les échos de la foire internationale de Lomé. Au revoir.